Hier, ils hurlaient à la guerre. Aujourd'hui, les dirigeants européens murmurent à la paix. Que s'est-il passé pour expliquer ce revirement soudain ? Il y a à peine quelques semaines, de Helsinki à Berlin, les voix les plus dures d'Europe annonçaient la fin de la paix et un affrontement inévitable avec la Russie. Puis, brusquement, le silence s'est imposé. Les discours alarmistes ont laissé place à des appels à la négociation. Le président finlandais Alexander Stubb, hier symbole de fermeté, déclare maintenant que la Russie ne menace plus l'Europe. Même retournement chez Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, qui évoque soudainement l'apaisement. Deux piliers de la ligne dure qui, à quelques jours d'intervalle, changent radicalement de ton. Ce changement n'est pas inspiré par l'humanisme, mais par la crainte d'une Europe isolée, sans le soutien direct des États-Unis. C'est la peur de l'abandon américain qui pousse à ralentir l'escalade militaire. Faut-il croire à ce virage ? Ce serait une erreur stratégique. Notre sécurité et notre avenir sont en jeu si nous prenons cette soudaine soif de paix pour argent comptant. Pourquoi ce retournement spectaculaire ? Que s'est-il joué dans l'ombre pour que la dramaturgie belliciste disparaisse si vite ? Pour comprendre, il faut regarder en coulisses, là où la panique a remplacé la certitude. Décortiquons le parcours de ceux qui, hier encore, promettèrent la guerre sans compromis. L'Europe s'est habituée à entendre des dirigeants prêts à tout. Alexander Stubb a mené la Finlande vers l'OTAN, affichant une hostilité farouche envers la Russie. Pour lui, seule la confrontation assurait la sécurité nationale. Boris Pistorius, ministre allemand, incarnait la fermeté, jurant que l'Allemagne tiendrait à l'Est sans céder face à Moscou. Leur discours évoquait un risque imminent, modelant l'opinion européenne et servant à renforcer leur pouvoir. Pourtant, le ton a changé. Pourquoi ces faucons semblent-ils désormais prôner l'apaisement ? Est-ce une prise de conscience sincère ou un calcul froid dicté par la peur de l'isolement ? Derrière cette apparente pacification, d'autres forces agissent. Pour comprendre, il faut aller au-delà des déclarations officielles. L'Amérique s'éloigne. À Berlin comme à Helsinki, l'angoisse d'être abandonné refait surface. Depuis quelques mois, c'est un basculement historique. Washington revoit ses priorités. L'Asie-Pacifique, avec la Chine en tête, devient le centre de gravité de la stratégie américaine. Les doctrines de la Maison-Blanche ne laissent plus de place au doute. L'Union européenne n'est plus un allié, mais un concurrent économique à contenir, voire à affaiblir. Les rapports stratégiques le disent clairement. Il faut freiner l'essor européen, même au risque d'une crise transatlantique. Le choc est immense. Depuis plus de 7 décennies, la défense européenne dépendait du parapluie nucléaire américain et de leur puissance militaire. Additionnées, les forces européennes ne rivalisent pas avec la Russie. Il manque armement, munitions et industrie. En Allemagne, le constat est brutal. Sans l'Amérique, Berlin n'a ni dissuasion nucléaire, ni stock suffisant, ni industrie de défense adaptée. Boris Pistorius l'a admis, seuls nous sommes militairement impuissants. En Finlande, la prise de conscience est tout aussi dure. Avec une longue frontière face à la Russie, Helsinki sait désormais que les soldats américains ne viendront plus défendre ces villes. Les bunkers ne suffiront pas. Ce sentiment de vulnérabilité paralyse les décideurs. Pour la première fois depuis la guerre froide, l'Europe réalise qu'elle est seule face à Moscou. Croire à une protection automatique américaine serait une erreur fatale. Se reposer sur Washington, c'est risquer la défaite. L'Europe n'a jamais été aussi exposée. Ceux qui promettaient hier la victoire cherchent maintenant à gagner du temps, à négocier. Dans ce vide de sécurité, la peur s'installe partout. Mais un danger plus insidieux menace encore l'Europe, la fragilité humaine. Derrière la panique, la psychologie collective joue un rôle. Jusqu'où la peur peut-elle redéfinir le destin du continent ? L'Europe peut-elle vraiment se défendre seule ? Jamais la question n'a été autant d'actualité. Sous les slogans rassurants, la crise de confiance s'enracine. Les armées sont en crise. Scandale, départ, recrutement en berne. Le patriotisme faiblit, la lassitude s'installe. En Allemagne, la démission du colonel Andrei Schnebel en est la preuve. On écarte les voix qui parlent encore d'honneur. Toute la société paraît vulnérable. L'Europe moderne privilégie le confort individuel. La notion de sacrifice collectif s'efface. Qui serait prêt aujourd'hui à tout risquer pour défendre les frontières ? Les fractures sociales s'élargissent. Grèves, tensions migratoires, montée des extrêmes, la méfiance domine, même entre voisins d'un même pays. Face à cette fragilité, la Russie avance unie et résiliente. L'asymétrie est aussi psychologique et peut s'avérer décisive. Ignorer la profondeur de cette fracture, c'est mal comprendre le nouvel équilibre. La cohésion sociale, plus que les budgets, fait la force ou la faiblesse lors d'une crise.
Mais cette faiblesse européenne garantit-elle la sécurité de la Russie? Ou l'Europe cache-t-elle une stratégie plus subtile, prête à surprendre au moment décisif? Derrière cette pause stratégique, les intentions européennes restent floues. Le prochain mouvement pourrait surprendre, bouleversant l'équilibre fragile actuel. Derrière les appels à la paix, l'Europe prépare son prochain bras de fer. Ne vous laissez pas bercer par les discours rassurants, ce n'est pas la paix qui motive les dirigeants, mais la peur d'une défaite et l'urgence de se réorganiser alors que les États-Unis s'éloignent. Quand Alexander Stubb et Boris Pistorius demandent une pause, ils cherchent avant tout à gagner du temps. Leur but est de renforcer économie et défense, loin de la pression américaine, pour combler les failles sans en payer le prix politique. Ce virage pacifiste vise à calmer une population fatiguée par la guerre et à limiter les dégâts électoraux. Les gouvernements redoutent la lassitude et l'instabilité plus que l'ennemi extérieur. La recherche du compromis n'est qu'un écran de fumée pour préserver leur pouvoir. En réalité, la stratégie occidentale reste la même: geler le conflit, éviter la défaite, se réarmer et attendre une nouvelle opportunité. Les promesses de paix masquent une préparation active à la reprise des hostilités si le rapport de force évolue. Côté russe, la confiance envers l'OTAN est rompue. Toute ouverture occidentale est vue comme une manœuvre pour gagner du temps et surprendre la Russie au moment où elle sera vulnérable. Face à cette duplicité, la Russie doit-elle accepter le dialogue ou profiter de la pause pour renforcer sa position avant la reprise des tensions? Ce choix déterminera le rapport de force pour les années à venir. Tout dépendra de la capacité à décrypter les véritables intentions européennes. Faut-il croire à la conversion européenne ou profiter de leur désarroi? Voilà la question qui se pose alors que les dirigeants multiplient les discours de paix. Cette volte-face doit-elle être prise au sérieux ou n'est-ce qu'une pause stratégique dictée par la peur et l'isolement? L'histoire récente met en garde, prendre ces signaux pour argent comptant serait une erreur coûteuse. Sous les appels à la négociation, il s'agit surtout de gagner du temps, de panser les blessures et de se réarmer discrètement. Notre sécurité, notre économie et notre influence sont en jeu. Croire trop vite à cette paix, c'est risquer la surprise et payer cher en ressources et en stabilité. Alors, faut-il prendre ce virage au sérieux ou n'y voir qu'une manœuvre? À vous de juger. Les Européens bluffent-ils ou changent-ils vraiment? Partagez vos analyses, l'avenir en dépend. Mais une incertitude demeure. Jusqu'où iront-ils pour sauver la face et que préparent-ils déjà pour demain?